fonctionne, c'est le cas. Voilà, donc j'ai lancé et comme prévu, ça a coupé vos caméras et ainsi que les micros de nos intervenantes. Bonjour à toutes et tous. Donc je suis Sylvain de Soigny, je suis secrétaire régional de l'URI CFDT Auvergne-Rhône-Alpes en charge de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Je suis aussi le trésorier de la structure. Bienvenue à toutes et tous dans ce webinaire qui est consacré à la question de l'emploi des jeunes et des seniors. On peut aussi nommer salariés expérimentés selon la nomenclature officielle maintenant. Il s'agit du 5e rendez-vous que nous vous avons fixé dans le cadre d'un cycle de webinaires emploi, formation, orientation professionnelle qui en comptera 6. Donc c'est l'avant-dernier. Nous allons bientôt terminer ce premier cycle que nous avons voulu à la fois pour équiper nos mandatés d'éléments plus précis pour mener à bien leur mandat dans les différentes instances, et puis plus largement ouvert aux délégués d'entreprise et salariés et militants CFDT qui souhaitaient approfondir le sujet. Nous avons la présence d'experts aujourd'hui. Je laisserai Emmanuel introduire cette question-là dans un second temps, la question de nos intervenants. Permettez-moi simplement, en introduction et en guise d'amuse-bouche, de vous fournir l'idée que, comme le disait un peu Emmanuel tout à l'heure avant cette introduction, l'idée que la CFDT poursuit une défense et une action offensive sur ces deux publics spécifiques qui sont dans des périodes de la vie qui exacerbent, que la situation professionnelle peut avoir un impact exacerbé sur leur vie. C'est le cas des jeunes à l'entrée au marché du travail. Et de ce point de vue-là, j'engloberais en disant que la situation et des seniors et des plus jeunes depuis 2008 et le début de la crise qu'on a connue alors, ont connu des taux de chômage qui ont explosé. Plus une dizaine de pourcents pour les employés, pour les salariés expérimentés et encore davantage pour les jeunes de moins de 26 ans. Donc nous avons une situation qui est très exacerbée. Et la CFDT s'est dit intéressée par la question, notamment dans la question des parcours. Et c'est en cela qu'elle intervient très fortement. Une approche globalisante sur la question des jeunes notamment, puisqu'il s'agit de lever les freins périphériques pour accéder à l'emploi fortement. Si je devais citer quelques exemples de ces dernières années en repartant de ce qui pour nous est un acte fondateur, ce sont les ANI de 2011, les 4 ANI, donc accord national interpro, qui ont été signés au fil de l'année 2011 et qui portaient justement sur l'accompagnement individuel renforcé qui s'est traduit après par ce qu'on a pu connaître comme dispositif autour de la garantie jeune notamment ou du PACEA après dans un second temps. La CFDT a beaucoup œuvré et porté la mise en place d'un dispositif comme ça, accompagner individuellement les jeunes en accès à l'emploi. Et puis autour du logement, la question de l'accès au logement a été fortement portée à l'époque et on continue à porter là-dessus. La question de l'alternance aussi, où la CFDT a beaucoup axé son revendicatif et continue à le faire autour de l'accès à l'encadrement des stages à l'époque et puis notamment à l'alternance depuis. Enfin, la question de l'accueil en entreprise fut le 4e pilier de ces ANI qui ont été signés en 2011. Autour du coup de l'accueil dans l'entreprise, la question du livret d'accueil, la question d'une personne référente, etc. etc. Et puis ça s'est poursuivi et ça se poursuit encore dans les années qui ont suivi. Je laisserai nos intervenants parler des dispositifs plus actuels, notamment de France Travail et des missions locales, qui sont les acteurs du service public de l'emploi. S'agissant de l'actualité plutôt des salariés expérimentés, eh bien, la CFDT, vous le savez, a suivi et a poussé pour une négociation ces dernières années dans la suite de la réforme des retraites de 2023. C'était l'amélioration de l'emploi des seniors était l'un des chantiers prioritaires que nous souhaitions ouvrir. Eh bien, c'était chose faite, puisque nous avons ouvert dans la foulée la question d'une négociation interprofessionnelle qui a abouti, là aussi, à la signature d'un ANI, d'un accord national interprofessionnel spécifique sur la question des salariés expérimentés.
Cette Annie, dans un contexte d'instabilité politique, a fait partie du panier des affaires courantes et donc a pu être transposée dans la loi très récemment. Et donc c'est une très bonne chose. Et cette Annie comportait notamment une période de négociation qui s'ouvrait sur la question de l'emploi des seniors, avec une obligation de négocier dans les branches et dans les entreprises de plus de 300 salariés, ce qui est une nouveauté. Il y avait la question, donc, dans ces négociations, du recrutement de ces salariés, du maintien dans l'emploi, la question de l'aménagement des fins de carrière, avec la mise en place du fameux entretien de mi-carrière et la systématisation de l'entretien de fin de carrière, enfin toutes ces questions qui maintenant sont dans la loi. À noter toutefois la non-obligation pour les salariés les entreprises de moins de 300 salariés, pour le coup, de négocier. Ça reste au bon vouloir de l'employeur et du dialogue social d'entreprise. Donc à nous aussi de faire valoir ces éléments-là. Voilà quelques éléments pour vous brosser un contexte rapide de la situation. Je laisserai peut-être la main ensuite à Emmanuel pour la question eh bien, de lancer ce webinaire avec nos intervenantes et intervenants et pour entrer plus spécifiquement sur les sujets les uns après les autres. Je vous remercie et Emmanuel, c'est à toi. Merci beaucoup, Sylvain, de nous rappeler toutes les actions conduites par notre organisation syndicale. Et donc, je remercie infiniment pour leur travail de préparation et pour avoir accepté donc d'intervenir pour nous aujourd'hui. Deux personnes de France Travail, Corinne Crozier et Nathalie Monteau-Bénet, qui vont se présenter et qui vont chacune intervenir successivement, donc d'abord sur les seniors et ensuite sur les jeunes. Et puis nous allons accueillir dans quelques minutes sans doute Patrick Conjard, qui est le délégué régional de l'ANACT et qui nous proposera quelques réflexions sur cette approche de l'emploi de ces deux publics que sont les jeunes et les seniors. Et puis donc après chaque intervention, on se préserve un temps possible de questions-réponses. Et puis voilà, j'espère que vous serez satisfaits. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions au cours du déroulement de ce webinaire. Donc, je propose à Corinne et Nathalie de se présenter peut-être avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec la question de l'emploi des seniors. Euh, je vous laisse la parole, Corinne. Bien sûr, bien sûr. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Corinne Crozier. Je suis responsable du service demande d'emploi à la direction régionale de France Travail. Donc, je voudrais d'abord commencer par repartager avec vous deux rappels, ce qui nous mettra dans le contexte dans lequel nous allons partager la thématique de ce jour, qui est le plan de mobilisation senior et le plan de mobilisation jeune. Donc, en termes de contexte, je souhaiterais repartager avec vous les 6 missions historiques de France Travail et puis vous faire aussi un petit point d'actualité sur la loi pour le plein emploi, parce que c'est dans ce contexte-là que nous allons porter tous ensemble le plan de mobilisation senior. Donc, les 6 missions historiques de France Travail sont d'abord accueillir et accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche d'emploi, dans la recherche d'une formation et tout le travail qui est fait autour de l'accompagnement au projet professionnel. Et cela peut se faire de façon ponctuelle parce que le demandeur d'emploi pose une question et que nous lui répondons par une réponse, mais le contact est ponctuel, mais aussi par un accompagnement beaucoup plus long et approfondi en fonction des personnes qui sont beaucoup moins autonomes dans ces réflexions-là, dans leur plan d'action de recherche d'emploi ou d'élaboration de projets professionnels.
La deuxième mission, c'est prospecter et mettre en relation. Nous accompagnons les entreprises dans leur recrutement, tout en sachant qu'aujourd'hui, la proximité est très forte des entreprises qui peuvent être TPE et PME et qui ne bénéficient pas de services RH qui peuvent accompagner les recruteurs dans leur démarche. Nous avons un rôle aussi très important dans cette deuxième mission d'intermédiation. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est de favoriser la rencontre entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Alors, par exemple, en organisant des événements, en organisant des job dating, etc. Troisième mission, c'est contrôler. Et contrôler, on est aussi très proche du vécu sur la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi, puisqu'effectivement, le décret concernant sanctions et suivi est apparu au 1er juin 2025 et a pour objectif la remobilisation et la redynamisation des demandeurs d'emploi autour du contrat d'engagement, de l'offre raisonnable d'emploi et puis de l'assiduité dans les démarches. Je voudrais revenir en arrière, Sylvain, s'il vous plaît. Sixième mission, c'est l'indemnisation. Effectivement, nous garantissons l'indemnisation des demandeurs d'emploi pour le compte du régime d'assurance chômage et de l'État. Informer et mettre à disposition des données relatives au marché du travail, au secteur en tension et aux métiers, mais aussi par le biais du portail, mettre à disposition des cartographies qui peuvent être liées à certains publics. On en a pour les jeunes, on en a sur les seniors, mais aussi bien d'autres publics dits prioritaires. Dernière mission historique de France Travail, c'est relayer les politiques publiques. On est carrément dans ce contexte-là aujourd'hui, puisque nous mettons en œuvre les actions confiées par l'État, les collectivités territoriales et l'UNEDIC dans le cadre des différents plans de mobilisation pour lesquels nous sommes présents aujourd'hui sur le plan senior d'abord et ensuite sur le plan de mobilisation jeune qui vous sera présenté par ma collaboratrice Nathalie Manteau-Béné, mais on peut retrouver d'autres publics en termes de relais de politique publique. Les étrangers primo-arrivants, ça a été vraiment une actualité forte sur l'année 2025. Les publics issus des quartiers politiques de la ville, mais aussi les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi, etc. Quelques informations d'actualité liées à la loi pour le plein emploi, parce que c'est notre contexte aujourd'hui depuis le 1er janvier 2025, date d'entrée en vigueur de la loi pour le plein emploi qui vise à offrir un accompagnement personnalisé aux demandeurs d'emploi en les orientant vers le bon organisme. Et quand on dit le bon organisme, c'est les 4 acteurs du réseau pour l'emploi, qui sont les France Travail, Cap Emploi, les conseils départementaux et la mission locale. Donc, depuis le 1er janvier 2025, toute personne en recherche d'emploi est inscrite automatiquement, y compris les bénéficiaires du RSA et leurs conjoints, et puis les jeunes sollicitant un accompagnement par les missions locales. La loi pour le plein emploi, elle repose sur 3 piliers. Premièrement, un parcours sans couture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les informations qui vont être enregistrés par ces 4 acteurs du RPE, eh bien, seront partagés entre les 4 pour garantir une continuité dans l'accompagnement du demandeur d'emploi. Deuxième pilier de la loi pour le plein emploi, c'est un diagnostic partagé. Ça, c'est un outil qui a été construit par les 4 acteurs du RPE et qui permet au référent qui aura été désigné après l'inscription et ce qu'on appelle le script, c'est-à-dire le questionnaire qui va être en réponse du demandeur d'emploi à l'inscription et qui lui permettra d'être orienté vers le bon référent. Ce bon référent va utiliser cet outil diagnostique qui a été co-construit par ces 4 acteurs et qui va permettre d'analyser la situation de chaque demandeur d'emploi, pouvoir mettre à plat ses forces,
ses faiblesses, ses besoins, ses freins, et à partir de là, pouvoir rebondir sur le troisième pilier de la loi pour le plein emploi, qui est le contrat d'engagement. Le contrat d'engagement, à partir de ce diagnostic posé, va permettre, en co-construction avec le bon référent des 4 acteurs de la loi pour le plein emploi, eh bien, c'est de mettre en place le contrat d'engagement qui porte les objectifs de retour à l'emploi, les droits et devoirs, les actions et le suivi régulier et dynamique. Voilà le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui pour vous présenter maintenant le plan de mobilisation senior pour lequel vous nous avez invités aujourd'hui. Merci Sylvain de nous donner la cartographie rapide des agences France Travail sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais je ne vais pas le détailler, vous aurez l'occasion de rentrer sur cette planche, ce n'est pas l'objectif principal de notre rencontre aujourd'hui. Alors, maintenant que nous avons recampé le décor, le contexte, nous pouvons entrer dans cette présentation. Alors, les seniors, qui sont-ils? Quelle est la typologie des seniors que nous rencontrons aujourd'hui en tant que demandeurs d'emploi? Alors, les seniors, en décembre 2024, sur les catégories A et B, étaient plus de 1 million de demandeurs d'emploi. Quand on dit seniors, ce sont les plus de 50 ans. Ce qu'on observe, c'est qu'entre 2008 et 2024, la part des demandeurs d'emploi âgés de 50 ans et plus a augmenté de 11%. Et spécifiquement sur les plus de 55 ans, a augmenté de 10%. Il y a aussi quelque chose qui est assez spécifique, c'est l'ancienneté comme demandeur d'emploi. Donc, 521 jours d'inscription pour les demandeurs d'emploi sortant âgés de 50 ans, alors que pour les 25-49 ans, la moyenne est plus de l'ordre de 347 jours. Quand on parle d'ancienneté, c'est à partir du moment où on s'inscrit et qu'on sort sur le marché du travail. Donc, une différence entre 347 jours d'ancienneté au chômage sur les 25-49 et 521 jours d'inscription pour les seniors âgés de plus de 50 ans. Alors, je voulais dire, au national, plus de 1 million de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans. Alors, comment ça se traduit en région Auvergne-Rhône-Alpes? C'est 163 100 demandeurs d'emploi de plus de 50 ans et ils représentent 26% de la demande d'emploi, donc un tout petit peu plus d'un quart. Et comment ils se caractérisent? Rapidement, un petit peu plus de femmes, 52%, 60% d'entre eux ont un niveau inférieur au bac, 17% sont demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc avec une reconnaissance de handicap. 35% d'entre eux déclarent être mobiles à plus de 30 km. 60% d'entre eux expriment rechercher majoritairement un CDI. Et 56% d'entre eux sont indemnisés. Voilà la typologie de la demande d'emploi senior en Auvergne-Rhône-Alpes. Qu'est-ce qu'ils recherchent ces seniors? Merci Sylvain. Qu'est-ce qu'ils recherchent ces seniors? Eh bien, ils recherchent plus souvent que les autres un métier dans les domaines issus du service à la personne et à la collectivité. Et ils recherchent plus souvent que les autres des métiers autour du support à l'entreprise, c'est-à-dire des métiers tels que chargé d'accueil, secrétaire, agent administratif, mais aussi dans la comptabilité, dans les ressources humaines, etc.
L'accès à la formation et à l'emploi est aussi à mettre sous projecteur parce que ce sont des publics qui se forment moins, alors qui se sont moins formés aussi, on peut dire, dans leur vie professionnelle précédente et qui se forment moins, ont moins le réflexe de la formation lorsqu'ils sont sur le statut de demandeur d'emploi. 16% des entrées en formation seulement pour des personnes de plus de 50 ans. C'est le contexte, c'est la présentation du public. À partir de là, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? À partir de là, on peut se dire, on peut mettre en avant certaines difficultés, on en voit 5, et à partir de ces difficultés, eh bien, on peut écrire, formaliser le plan de mobilisation senior. Quelles difficultés? D'abord, premièrement, le besoin de valoriser les années d'expérience et d'actualiser les compétences pour les adapter au marché du travail. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire besoin de poser ce qu'on sait faire. Voilà. Le demandeur d'emploi senior a besoin qu'on l'accompagne pour poser et valoriser toute son ancienneté précédente et puis de se poser des questions sur cette expérience-là. Je l'ai acquise en évolution dans mon entreprise. Est-ce que j'ai bénéficié de formation? Est-ce que pour valoriser ce que je sais faire aujourd'hui, j'aurais besoin de passer par la formation pour pouvoir encore plus l'ancrer? Et aussi me poser des questions sur quelles sont mes compétences numériques et mon appétence numérique et mon autonomie numérique. On est là-dessus sur cette difficulté. La deuxième difficulté, c'est se projeter dans un nouvel emploi. Il y a de la perte de confiance, il y a de l'auto-exclusion, il y a du deuil d'un précédent métier, il y a un sentiment de déclassement. Alors, autour de ça, il y aura des réponses, et je viendrai sur toutes ces réponses spécifiques, bien évidemment, mais à partir de là, il y a deux réflexions. Premièrement, il y a effectivement de poser cette réflexion autour des stéréotypes, cette réflexion autour de l'exclusion. Et il y a aussi une autre réflexion autour de j'ai X années d'expérience, aujourd'hui je me retrouve avec un statut de demandeur d'emploi et réellement j'ai plus envie de faire le métier que je faisais précédemment et j'ai envie de faire autre chose. Voilà, il y a ces deux choses autour de cette difficulté. Troisième problématique, c'est les questionnements liés à la fin de carrière et à l'approche de la retraite. Avant de se mettre en action, tout demandeur d'emploi, qu'il soit senior ou non, a besoin d'être informé et rassuré sur soit l'indemnité qu'il va percevoir, soit doit être particulièrement sur les seniors, être rassuré sur le reste à travailler. Le reste à travailler sur la durée et le montant de la retraite. Tant que le demandeur d'emploi n'a pas cette information-là, il a du mal à se projeter sur son plan d'action de recherche d'emploi. Ensuite, on a les situations d'aidance et les problèmes psychosociaux. Alors, on est face à des publics seniors aussi qui sont dans des situations d'aidants familiaux. Il y a deux thématiques derrière ça. Il y a la thématique de disponibilité, disponibilité par rapport à la recherche d'emploi. Et il y a des thématiques autour de difficultés aussi financières à être aidant familial. Pour cela, on a une expérimentation qui est en cours sur la région Auvergne-Rhône-Alpes qui mobilise 5 agences du département du Rhône autour d'une expérimentation sur les aidants familiaux qui pose des diagnostics autour de c'est quoi un aidant familial, c'est quoi la disponibilité par rapport à la recherche d'emploi, mais c'est aussi de la recherche d'aide financière et psychologique autour de ce statut-là qui est plus impacté par le public senior. Dernière difficulté problématique, c'est les freins.
liées à la santé des publics seniors, avec une prestation que nous avons dans notre boîte à outils générique, socle, qui s'appelle le diagnostic santé jusqu'au mois de février, et une prochaine prestation qui va s'appeler Défi emploi santé, qui permettra effectivement de poser les problématiques de santé et de chercher les actions pour pouvoir rebondir, être accompagné par rapport à ces problématiques santé qui peuvent effectivement détourner d'un accès direct à l'emploi. Par rapport à ces 5 problématiques que je viens de vous présenter et qui sont vraiment liées au public senior, eh bien, le plan de mobilisation senior que je vais vous présenter tout de suite derrière a 3 objectifs. Premièrement, réduire la durée d'inscription au chômage et donc le chômage de longue durée lié à ces publics-là, et puis d'améliorer le taux de retour à l'emploi. Alors, 3 axes dans le plan de mobilisation senior. Merci Sylvain. 3 axes dans le plan de mobilisation senior que je vais effectivement vous détailler tout de suite après. Premièrement, l'axe 1, c'est renforcer et personnaliser l'accompagnement des 50 ans et plus, avec effectivement une offre de service générique, mais une offre de service dédiée qui est plusieurs fois portée par cet axe-là. L'axe 2, on est plus autour de la formation et à l'accompagnement autour de la reconversion professionnelle, avec des prestations qui existent déjà, comme la préparation opérationnelle à l'emploi ou l'immersion professionnelle, mais aussi avec une expérimentation que porte notre région. L'axe 3, on est plus autour de la mobilisation des entreprises avec notre rôle, notre mission d'intermédiation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est l'organisation de job dating dédié aux demandeurs d'emploi seniors. Reprenons l'axe 1 du plan de mobilisation. Alors, dans le parcours, dans la cartographie générale de toutes nos prestations, alors France Travail bénéficie d'une boîte à outils qui est extrêmement riche en termes de prestations d'accompagnement à la recherche d'emploi ou à l'élaboration du projet professionnel. Alors, bien évidemment qu'en fonction de la personne et du besoin de la personne qui s'est exprimée dans le cadre de son diagnostic partagé, eh bien, les demandeurs d'emploi seniors peuvent bénéficier, bien évidemment, de la boîte à outils, générale de France Travail. Mais comme c'était un public spécifique, comme vous le verrez pour les jeunes ensuite par l'intervention de Nathalie, eh bien, il a été imaginé une offre de service dédiée pour répondre spécifiquement aux 5 problématiques que je vous ai citées précédemment. Donc là aussi, vous avez la cartographie totale en fonction des 6 objectifs: choisir un métier, explorer son marché du travail, actualiser ses compétences, valoriser son image pro, créer ou reprendre une entreprise et travailler autour des contraintes personnelles, c'est-à-dire des freins périphériques. Mais maintenant, on va rentrer spécifiquement dans l'offre de services dédiée aux seniors. Alors, sur l'axe 1, dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle renforcer et personnaliser l'accompagnement des seniors. En offre de services spécifiques, on va d'abord trouver un atelier qui s'appelle l'atelier Senior 360. L'atelier Senior 360, c'est un atelier qui va être à disposition dans les agences, qui va durer une demi-journée. Alors, quand je parle au futur parce que les appropriations ont eu lieu il y a à peu près 2 ou 3 semaines et donc les agences sont en cours de déploiement maintenant. Et en termes d'organisation, c'est pas immédiat, bien évidemment. Bien évidemment, parce qu'il faut avoir le temps d'inviter les demandeurs d'emploi, il faut avoir le temps
de formation des animateurs, etc. Donc, l'atelier senior 360 va durer une demi-journée. Il est en direction soit des primo-demandeurs d'emploi seniors qui arrivent en inscription, soit effectivement des demandeurs d'emploi seniors qui sont déjà inscrits depuis quelque temps. Soit on est sur ces deux publics séparés, soit on est sur une mixité de publics. Le but de cet atelier, c'est la remobilisation des seniors et puis une valorisation de l'offre de services qu'on a dans la boîte à outils. Comment ça se présente? Eh bien, premièrement, ça se présente en 3 séquences. La première séquence de cet atelier, c'est de permettre aux seniors, c'est des groupes de 10-12 personnes maximum, permettre aux seniors eh bien, d'échanger, de partager, d'apprendre à valoriser leur expérience et leur parcours précédent. Première séquence, on pose les expériences, on pose les expériences précédentes et on échange. Deuxième séquence, c'est la prise de parole des animateurs France Travail qui vont présenter la boîte à outils générique, le tableau précédent que vous avez vu, et puis spécifiquement l'offre de services seniors. Ils sont dans l'écoute. Et troisième séquence, eh bien, ils ont un entretien individuel pour qui convient mieux à leur situation. Ce sont des entretiens individuels qu'ils ont avec les conseillers animateurs qui sont souvent leurs propres référents. Ce sont souvent les conseillers qui vont les accompagner dans leur parcours. Ils ont entendu et ensuite, en fonction de leurs besoins, c'est un échange avec le conseiller et l'inscription sur les services les plus adaptés. C'est le premier atelier 300, senior 360. Donc, ce n'est pas de la mixité d'âge, on est sur du public senior. La seule chose, c'est que l'agence saura organiser, si elle veut, des groupes primo ou des seniors complètement mixtes. Deuxième atelier qu'on va retrouver. Corinne, je me permets juste de jouer la gardienne du temps et de vous demander peut-être un petit peu plus de synthèse sur ces différents ateliers. Merci. Très bien, impeccable. Deuxième atelier. Dans cet axe-là, on est sur l'atelier 50+ dynamique et perspective. Ce sont des ateliers dans chaque agence qui sont animés par les psychologues du travail et autour des stéréotypes, c'est-à-dire les stéréotypes portés, les préjugés portés par les seniors, mais aussi les préjugés portés par les entreprises. Troisième atelier dans cet axe 1 lié à l'accompagnement des seniors, c'est l'atelier emploi-retraite qui est une co-animation par la CARSAT, Agirc Arco et France Travail autour de l'offre autour du reste à travailler, c'est-à-dire la durée et puis le montant de la retraite. Je sais ça en tant que senior, donc je peux me projeter sur maintenant mes recherches d'emploi. Dernière chose à partager avec vous sur cet axe 1, c'est une expérimentation qui a lieu à Annemasse, qui a commencé au mois de septembre et qui est un club de chercheurs d'emploi sans frein plus périphérique bloquant et motivé bien sûr à suivre ce dispositif. Donc là, on a un club de chercheurs d'emploi senior qui est testé aujourd'hui à Annemasse jusqu'au mois de janvier. Dans le cadre de l'axe 2, où on était plus autour de l'accompagnement au développement de compétences des seniors, on va trouver premièrement des choses qui existent déjà et que vous connaissez certainement. Déjà, premièrement, c'est l'offre de services liée au développement de compétences, le catalogue formation, soit autour d'un métier que le senior a déjà exercé, soit autour d'un métier qui aujourd'hui, passé 50 ans, autour d'un nouveau projet professionnel. On est autour de la valorisation de la POEI et autour de l'immersion professionnelle. Un POEI étant effectivement l'accompagnement à l'adaptation au poste de travail et l'immersion professionnelle étant pour soit se rassurer en tant que demandeur d'emploi, soit rassurer l'entreprise quand il y a un recrutement en cours.
Toujours dans cet axe-là, il y a une expérimentation qui est en cours actuellement, qui s'appelle Atout Senior, qui est une expérimentation liée au développement de compétences, qui est portée par les territoires du Nord, du Sud et du Centre-Isère, qui est une action de développement de compétences autour des métiers de la fonction support, puisque c'était le besoin de ce territoire d'aller sur des difficultés de recrutement autour de ces métiers-là. On est sur 4 mois de développement de compétences et 4 mois en entreprise. Le premier groupe va ouvrir le 9 décembre 2025 pour 8 mois. Dernier axe autour du plan de mobilisation senior, c'est la mobilisation des entreprises. Hein. On est vraiment, comment dire, c'est un cycle qui est vertueux parce que la mobilisation des entreprises, on va jusqu'à la mobilisation des entreprises. C'est ce qu'on appelle les 101 événements, puisque chaque département doit organiser un événement en direction des seniors entre le 1er octobre et le 31 décembre 2025. Chaque événement s'articule autour de temps forts, des temps d'échange, mais un job dating, du recrutement, et on est en lien, en co-organisation avec les task force entreprises, avec les DETS, avec l'ANDRH, avec les entreprises s'engagent, etc. Donc, on a déjà eu des départements qui ont déjà porté leurs événements. Je pense à l'Ain, au Rhône, au 42, etc. Voilà, je suis arrivée Pardon au de bout vous du interrompre. Corinne, est-ce que les partenaires sociaux sont associés à ces événements sur les territoires? Alors, les partenaires sociaux en soi, dans le cas de la Oui, co-organisation, ne sont pas mobilisés spécifiquement dans la. C'est pas ce qui est porté et impulsé. Voilà. d'accord. Par contre, dans le cadre des comités locaux, des task force entreprises, la variété des co-organisations est vraiment très large. OK. Merci. Voilà pour le plan mobilisation senior. Merci beaucoup. Est-ce qu'on passe à un premier temps de questions-réponses? Alors Peut-être d'abord, d'abord dans merci le... Corinne parce que vous avez Ouais. réellement Oui, c'était... accéléré, mais bravo. je crois que chacun d'entre nous maintenant peut prendre la parole. Donc Alors, vous utilisez votre micro si vous avez des questions. Et Sylvain, tu voulais ouais. peut-être commencer? Non, peut-être dans un premier temps, je sais que dans votre présentation, vous avez présenté beaucoup de choses et Bruno se posait une question dans le chat autour de ce que vous appeliez Oui. les indemnisés. Est-ce que ce sont ceux qui sont uniquement sur l'allocation de base France Travail et qui excluent de fait les BRSA et qui permettaient Alors, de mesurer le chiffre correctement? oui, complètement. Ce sont les bénéficiaires de l'allocation de retour à l'emploi. Très bien. D'accord. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des demandes de précision sur ces dispositifs liés à l'emploi des seniors? Oui, Bruno, tu souhaitais préciser quelque chose. Vas-y. Ah, oui, déjà merci pour la réponse qui vient d'être faite. Et toujours au niveau des chiffres et des stats, on sait aussi que dans ce public-là, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en arrêt de travail. Donc, est-ce que dans les statistiques, là, j'ai vu qu'il y avait plusieurs catégories, est-ce que ces gens-là sont comptabilisés? Ce qui voudrait dire que s'ils ne sont pas comptabilisés, qu'on a un nombre beaucoup plus important de seniors qui sont sortis du marché du travail. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, alors, euh, c'est une question et une remarque aussi, c'est par rapport, quand on dit mobiliser les entreprises, ce que l'on fait là, mais bon, c'est le rôle de France Travail de récupérer les gens après qu'ils soient sortis de l'emploi. Mais il y aura une question, c'est comment on pourrait anticiper aussi les départs de l'entreprise. Parce que là, on met en place des plans d'action pour que des gens retrouvent un emploi dans une nouvelle entreprise. Mais déjà, comment on pourrait faire pour mobiliser les entreprises, puisque ce terme est employé, mais en amont? Voilà mes deux questions. Merci Merci. beaucoup pour ces deux questions. Effectivement, les personnes qui sont en arrêt maladie, qui sont couvertes par la sécurité sociale, ne sont pas, au moment où on fait la photographie, intégrées dans les statistiques qui sont présentées. Hein. Donc, vous avez bien les dates
en soi de la présentation de ces statistiques. Mais une personne qui n'est pas qui est en arrêt maladie n'est pas disponible dans sa recherche d'emploi et donc on ne va pas la voir au moment de la photographie. Et la deuxième question était, était la mobilisation des entreprises et la préparation au départ. Ça, je dirais que j'ai rencontré la semaine dernière la DRETS sur aussi le plan de mobilisation senior dans le cadre de Transition Pro. Et il y a il y a des solutions qui sont apportées aux entreprises, portées par l'État et plutôt portées par les DETS autour de l'accompagnement effectivement à des futurs départs. Alors, soit on est dans le cas de licenciement, de licenciement peut-être de fermeture ou de licenciement économique, mais j'ai repéré aussi une mesure qui m'a vraiment aussi intéressée. C'était aussi la possibilité pour l'entreprise d'accompagner un senior de son effectif qui aurait envie, souhait de faire un autre métier dans une autre entreprise. Donc, il y a une ligne budgétaire qui est prévue en ce sens-là. La seule chose, la contrainte qui est, c'est que la personne, le senior, peut être dans l'entreprise A, avoir envie d'exercer un autre métier, il faut absolument qu'elle ait trouvé l'autre entreprise qui est intéressée par son projet et pouvoir effectivement sécuriser le départ et l'arrivée. Voilà. Donc, on est là sur des lignes et des services qui sont plus portés par DRETS et DETS. Merci. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Y a-t-il une autre demande de clarification, d'explication, d'autres questions? Emmanuel, de ton côté? Écoute, je ne vois pas de main qui se s'il vous lève. plaît. Ah, Jean-Paul. Oui. Oui, Oui, alors juste une petite réflexion, si je peux me permettre. Le plan qui a été présenté est très détaillé et a priori intéressant. Moi, la question que je viens de poser, quand même, c'est la disponibilité par rapport à ces actions des conseillers France Travail. Parce que franchement, la réalité sur le terrain me semble très en déconnexion de l'abondance de bonnes idées qui ont été annoncées. Quant à certaines de ces bonnes idées, certaines me laissent un peu pantois. Voilà, mais c'est simplement déjà le premier niveau, si vous voulez. Moi, ce que je constate au niveau d'Agence France Travail, c'est la surcharge, et notamment, mais pas simplement, mais notamment cette année avec la prise en charge des gens qui sont bénéficiaires du RSA et de leurs conjoints. Mais déjà avant, préalablement à l'année 2025, la surcharge de travail importante des conseillers, qui fait que, objectivement, il me semble qu'ils ne sont pas, même les plus passionnés d'entre eux, en capacité de faire bien ce qu'il convient de faire quand on parle d'accompagnement. Voilà, c'est une réflexion, je ne sais pas si elle est partagée par d'autres, mais de la théorie à la pratique, il y a un grand pas et je ne vois pas comment il peut être assuré. Et la dernière chose, si je peux me permettre encore, c'est, et ça me laisse aussi pantois, la sous-traitance quasiment systématique que fait France Travail, mais que faisait aussi Pôle Emploi, est de plus en plus importante à des partenaires tiers. Voilà, oui, merci. ok. Merci Donc là, pour là, cette on Je a voudrais juste rebondir sur le Ouais, fait que oui, l'offre allez. de services dédiée aux demandeurs d'emploi, les ateliers sont des ateliers internes. oui, Merci. ok, ok. Bon, je crois que c'est une préoccupation Mm. pour nos militants pour notre organisation, effectivement, le rapport entre les objectifs et les moyens. Et donc, dans la période, on sait bien que tout ça est tendu. Merci pour ces observations, Jean-Paul. Est-ce qu'il y a d'autres d'entre vous qui souhaitent réagir ou poser une question? Alors, Si je ne vois personne, je pense qu'on peut enchaîner du coup sur le sujet
sur les Les jeunes. jeunes? Et donc, on laissera Patrick Conjard qui nous Bien a sûr. rejoints Mm. un peu en forme de conclusion, ouverture, intervenir à l'issue de la présentation des dispositifs de France Travail envers le public jeune. Et on Bon, bah, passera du coup merci. Alors, à on donne l'issue la des parole à questions-réponses. Nathalie qui va se présenter peut-être aussi. Oui, merci Emmanuel. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, Nathalie Manteau-Béné, je travaille dans le service de Corinne Crozier, donc à la direction régionale de France Travail, à la direction des opérations, également au service plutôt demandeur d'emploi. Et j'ai la casquette jeune et spécifiquement avec deux dispositifs que nous verrons par la suite qui s'appellent le contrat d'engagement jeune et l'accompagnement individualisé des jeunes. Alors, rapidement, moi, je voulais remettre dans le contexte, en fait, aussi des chiffres. Donc, c'était pour avoir la dimension des jeunes qui sont inscrits chez France Travail. Donc, ça représente 109 674. Donc, à fin août 2025, c'est pareil, on a des photographies avec un temps donné. Pareil sur les catégories ABC. Donc, bien les personnes qui sont disponibles et à la recherche d'un emploi à ce moment-là, ce qui représente 17,2% des demandeurs d'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir que chez nous, spécifiquement, on est en dessous du taux national qui avoisinerait plutôt les 20%. Sur le profil des jeunes, donc sur la slide suivante, rapidement, quelques chiffres pour vous dire que… Alors, il y aura toujours un versus. Là, moi, quand je vais parler de jeunes, c'est les moins de 26 ans, sachant qu'après, on a aussi des dispositifs qui incluent jusqu'à 30 ans les jeunes bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc qui ont une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Mais là, plus généralement, ce sera toujours les jeunes de moins de 26 ans versus des 26 ans et plus. Donc là, on a plutôt un profil masculin avec 51% des jeunes. Ils sont plus diplômés, donc à 59%, ils sont plus diplômés avec un bac ou un diplôme supérieur que les 26 ans et plus qui sont à 52%. Sans charge familiale, bon ça s'explique aussi par leur âge, donc 94% sans enfants, à contrario des 26 ans et plus qui le sont à 51%. Ils sont moins mobiles géographiquement, alors ça a bougé ces dernières années. Et 33% déclarent être mobiles à plus de 30 km contre 39% des 26 ans et plus. Donc je pense que ça c'est lié effectivement après vraiment à ce qui est conjoncturel avec voilà, le matériel, les voitures, le coût de l'essence, etc. etc. Il a modifié voilà, ce chiffre. Ils sont moins nombreux à avoir le permis que les 26 ans et plus. 56% ont le permis de conduire. Alors là, c'est le paradoxe, c'est qu'ils sont plus diplômés, mais à la fois, ils sont moins qualifiés dans l'emploi. Et donc, ils sont plutôt employés sur des postes non qualifiés, que ce soit employés ou ouvriers non qualifiés par rapport aux 26 ans et plus, où le taux représente 26%. Ils recherchent majoritairement un CDI à temps plein pour 75% d'entre eux, donc plutôt une stabilité. Mais ils sont plus nombreux que les autres à rechercher un CDD à temps plein, 25%, pour pouvoir démarrer, puisqu'on est à 14% pour les 26 ans et plus. Ils sont plus souvent inscrits à la suite d'une fin de CDD et la plupart et la majorité à la suite d'une première entrée sur le marché du travail. On parlait des freins périphériques. Là, 21% déclarent au moins un frein périphérique. Là, c'est inférieur donc aux 26 ans et plus, mais comme l'avait abordé Corinne, ça s'explique aussi avec les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, enfin voilà, avec d'autres freins. Et j'ai voulu mettre en exergue deux chiffres qui me paraissaient assez intéressants. Donc, 19% déclarent un frein numérique. Alors, on pourrait se dire, les jeunes, il n'y a pas de frein numérique, mais ce qu'on entend par frein numérique, c'est être ou sur un territoire où c'est compliqué, et surtout ne pas avoir de matériel, en fait, voilà, disponible pour pouvoir réaliser
on va dire, toutes les tâches administratives, pour pouvoir utiliser l'outil numérique. Donc, entre 12% sur les 26 ans et plus, et également le transport. Donc, ça vient en lien avec ce qu'on a évoqué précédemment sur la mobilité géographique et le permis. On va continuer sur la suite. Donc là, moi, j'ai voulu mettre un focus sur les dispositifs jeunes qui sont cofinancés par le Fonds social européen. Corinne avait montré une diapositive où on avait le nombre de conseillers. Et donc, c'était juste pour rappeler que nous avions 104 agences France Travail en Auvergne-Rhône-Alpes. Et là, sur les dispositifs dont je vais vous parler, on a à peu près 109 conseillers sur les dispositifs CEJ, 63 sur le dispositif AIJ et à peu près 120 conseillers qui peuvent être mobilisés sur le dispositif Avenir Pro. Donc, sur les deux premiers dispositifs, accompagnement individualisé des jeunes et CEJ, là, on est réellement sur des dispositifs qui sont des dispositifs intensifs en direction des jeunes de moins de 26 ans, mais comme je l'ai stipulé déjà, jusqu'à 30 ans pour les personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc là, par rapport à la loi plein emploi, il y a une orientation par parcours, c'est-à-dire que plus généralement, les jeunes qui sont dans un parcours social ou un parcours socio-professionnel seront orientés vers les missions locales et France Travail accompagnera les jeunes sur un parcours professionnel. Donc là, deux dispositifs, l'accompagnement individualisé des jeunes. Quand le jeune, finalement, il a une idée de ce qu'il veut faire et il est un peu plus proche de l'emploi. Et le contrat d'engagement jeune qui, lui, va parler d'un jeune qui veut changer de métier, qui a besoin de construire son projet professionnel. Et le contrat d'engagement jeune, en fait, était l'antichambre de dispositifs qu'on appelle intensifs chez nous, puisqu'il propose vraiment un accompagnement avec des actes réalisés en ce sens de l'ordre de 15 à 20 heures hebdomadaires. Alors, à savoir également que le CEJ est un dispositif de l'État et qu'il est porté par deux opérateurs, donc France Travail et la mission locale. L'AIJ sera plutôt un dispositif qui est propre à France Travail. Ces deux dispositifs vont représenter à grosso modo un quart des jeunes accompagnés aujourd'hui chez France Travail, puisque évidemment on en fait le plus pour ceux qui en ont le plus besoin, mais on a également des jeunes qui sont inscrits chez France Travail et qui n'ont pas de frein périphérique, outre la difficulté d'être confronté à son premier emploi et d'avoir ce laps de temps. Donc là, voilà, sur ces deux dispositifs, à peu près un quart des jeunes. J'ai voulu parler d'Avenir Pro puisque c'est un dispositif, alors là, qui est en dehors de France Travail, puisqu'il va s'adresser aux jeunes qui sont en lycée professionnel. Mais c'est un dispositif que nous partageons également avec les missions locales et ça permet de les préparer. On parlait je ne sais plus qui avait parlé d'anticipation tout à l'heure. Là, on est justement dans l'anticipation et de se dire, au-delà de l'orientation, c'est qu'ils puissent mobiliser les bons outils et les bons services qui seront à leur disposition à l'issue de leur cursus étudiant. On va continuer. Alors, peut-être le titre a sauté, mais là, donc, on reprend d'une manière, on va dire, synthétique, le plan de mobilisation insertion jeune, à savoir que chez nous, c'est un programme qui existe depuis, qui s'incarne, on va dire, avec l'arrivée d'Hélène Noblecourt à la direction générale chez nous depuis 2024 et avec 4 axes qui sont aujourd'hui définis avec le renforcement de l'offre de services en direction des jeunes. Donc là, on a vu effectivement tout ce qui était dispositif intensif, donc CEJ, AIJ. Donc, la mobilisation de France Travail pour vraiment les personnes plus en difficulté, notamment l'accompagnement des jeunes sortants de l'ASE. Alors ça, c'est un petit peu plus dédié, comme j'ai expliqué, aux missions locales qui vont accompagner des jeunes qui peuvent rencontrer de multiples freins périphériques.
le gros sujet de la problématique de la santé mentale qui est le sujet, la grande cause nationale. Donc, l'idée est de mieux mobiliser les solutions existantes. Là, on s'appuie aussi sur tout ce qui est réseau pour l'emploi et sur les partenaires. Et par exemple, là, très prochainement en décembre, on organise, la CPAM va organiser un webinaire auprès des conseillers jeunes, puisqu'ils ont constitué un livret justement pour les nouveaux inscrits. Et donc, on va former les conseillers, enfin la CPM va former les conseillers sur ce sujet-là. On a également eu, il y a peu de temps, Via Compétences qui a réalisé un webinaire et a livré vraiment un guide de toutes les solutions qui peuvent être mobilisables pour accompagner les jeunes sur la problématique de la santé mentale. Priorité 4, donc dans du premier axe. Après, on est sur tout ce qui est, sur les jeunes les plus autonomes, tout ce qui est appli. Voilà, France Travail, on développe des applis voilà, qui sont simplement utilisables sur les smartphones. Sur l'axe 2, on est sur la simplification et en fait, sur cette transition du système éducatif au marché du travail, donc généralisation du dispositif Arnipro, j'en ai parlé précédemment. On a un test aussi donc, par rapport aux jeunes qui sont en université pour éviter le décrochage. Donc là, on a une expérimentation en cours, également avec Amilora. Orientation des jeunes en formation ou en insertion. Donc là, on teste, puisqu'on a des plateformes comme Diagorient, il y a des plateformes qui sont testées pour renforcer le sujet de l'orientation. La priorité 8, donc ce qui nous soucie également, ça avait été évoqué, l'alternance. Je vais vite, hein, après vous poserez vos questions selon les sujets qui vous intéressent. L'axe 3 sur le rapprochement des jeunes du monde professionnel et sur la création d'opportunités d'emploi. Donc, pas la nouveauté, mais en tout cas le développement du mentorat au sein de France Travail, qu'on considère vraiment comme un levier d'insertion professionnelle très fort. Là, sur Auvergne-Rhône-Alpes, on a identifié plus d'une vingtaine de partenaires et on mobilise le mentorat au sein de Parcours Jeunes. On a déjà des relations historiques et des partenariats historiques, par exemple, avec nos quartiers ont du talent. Et là, on veut vraiment l'ouvrir à beaucoup plus de structures de mentorat et nous sommes en train de tester une plateforme Un jeune, un mentor pour faciliter la mobilisation de ce dispositif. La priorité 10, donc toujours par rapport au monde professionnel, c'est de pouvoir doubler le nombre d'immersions professionnelles. Là, nous sommes au mois de novembre, on sort tout juste du mois de l'immersion professionnelle au mois d'octobre. On n'a pas encore les chiffres, mais on vous les transmettra, puisque l'idée, c'était vraiment de faire un focus sur ce dispositif. Concernant l'axe 4, sur tout ce qui est synergie entre les acteurs du RPE jeunes, donc effectivement, il y a là un accord cadre avec l'UNML en cours. Et après, sur tout ce qui est partenariat des acteurs jeunesse, deuxième et troisième cercle, on va en parler juste après. Et puis après, tout ce qui est gouvernance, et Corinne l'avait évoqué, en local sur tout ce qui est comités locaux pour l'emploi. Donc en vert, si vous avez vu, c'est les pastilles. Ce programme vient évidemment en adhérence et en adhésion avec les priorités ministérielles. On va continuer si vous voulez bien. Donc, pour vous dire que l'emploi des jeunes, alors il y a France Travail, mais on s'appuie sur un fort maillage partenarial et ce qu'on va appeler là, par exemple, les solutions structurantes auxquelles nous allons faire appel lors d'un accompagnement, d'un parcours jeune. Donc, pour les citer rapidement, voilà l'école de la deuxième chance, l'EPI, le service militaire volontaire, le service civique, la unicité, mais pas que. On a aussi service solidarité senior, hein, il y en a plein, hein, des acteurs avec qui après on peut mettre en place ces parcours. Également l'IAE. Et là, on a cité NQT sur le mentorat, mais comme je l'ai dit précédemment, on est plus aux alentours d'une vingtaine de structures aujourd'hui que nous pouvons mobiliser sur ce dispositif.
On a parlé de freins périphériques. Il faut savoir qu'il y a des plateformes, donc une plateforme MESAID, qui permet de pouvoir proposer ou de pouvoir présenter les aides financières France Travail, donc d'une part sur la mobilité, mais on l'a vu sur les données statistiques aussi pour l'aide au permis de conduire, puisque c'est un réel frein pour nos jeunes publics. Et selon les territoires, une prestation aussi bilan sur la mobilité. On peut continuer. Sur la levée des freins, quand on parlait de partenaires, je ne vais pas forcément entrer dans les détails, mais c'est pour vous dire que on va s'appuyer de toute façon sur un écosystème partenarial pour pouvoir répondre aux freins, qu'ils soient de mobilité, qu'ils soient de santé, qu'ils soient de transport, enfin à tous les niveaux, et on les mobilise vraiment aussi dans le cadre du réseau pour l'emploi, main dans la main avec l'émission locale, puisque on a ce public, en commun, et plus globalement avec le RPE. Je crois que c'était ma dernière slide sur, il me semble, et je voulais juste rajouter une ou deux choses. C'est le taux d'accès à l'emploi. Donc là, c'était des chiffres qui datent de 2024, mais c'est pour que vous ayez une idée. Donc, taux d'accès à l'emploi, c'est de dire dans les 6 mois qui suivent, il y a un retour à l'emploi de plus d'1 mois. Donc, on était pour les moins de 26 ans à 52%. Contre, 34% pour les plus de 26 ans. Merci. Merci. Je me permets de donner suite à ces deux interventions qui illustrent la richesse effectivement des mesures, des dispositifs construits, imaginés par le plus grand opérateur de l'État. Et on voit effectivement qu'il y a énormément de possibilités pour ce qui est votre cœur de métier, c'est l'accompagnement à l'emploi. On a un peu moins, comme l'ont relevé certains d'entre nous, abordé les questions de maintien dans l'emploi. Moi, juste sur les jeunes, je n'ai pas entendu parler de la méthode IOD, justement, qui me semble fait ce lien entre on accompagne le jeune et en même temps l'entreprise dans le fait qu'ils travaillent ensemble durablement. Est-ce que vous avez quelques informations là-dessus, Nathalie? Alors, c'est dans le cadre de l'alternance? Ben, pas forcément. Alors, je sais que nous, on a une expérimentation actuellement par rapport au suivi dans l'emploi. Là, IOD, Mais c'est pas non. avec ce type de méthode. Bon, Là, c'est comme ça, peut-être le réseau des missions locales, effectivement. Ce qui est intéressant aussi dans vos différents propos, c'est que vous vous inscrivez dans des partenariats, voire dans des territoires. Pour nous, il me semble, ça fait le lien, effectivement, avec tous les comités pour l'emploi où nous sommes présents. Bon, sur cette présentation, ça nous instruit sur ce sur quoi on pourrait peut-être se mobiliser aussi, me semble-t-il. Mais bon, bah, je vais laisser peut-être quelques questions avant de passer la parole à Patrick Conjard, qui va lui aussi, je crois, nous interroger tous sur le sens de cela et la vision qui est celle de l'ANACT par rapport à cette approche publique. Donc, je l'en remercie, mais Bruno, je vois que tu lèves la main. Tu Oui, tu peux t'exprimer. merci. Oui, justement, c'est cette articulation avec les missions locales. Alors, bon, moi maintenant, je suis plus dans l'activité, mais c'est vrai à l'époque où je bossais encore un peu, il y avait une réelle différence entre
pour les jeunes qui étaient en mission locale et puis qui étaient à l'époque au Pôle emploi ou même à la NPE pour revenir un peu plus tard. Là, je ne vois pas bien cette articulation entre toutes les actions qui ont été menées. Alors, on voit par endroits missions locales aussi qui sont sur les dispositifs, mais comment ça s'articule et peut-être comprendre un peu mieux les publics qui sont peut-être plus jeunes orientés vers France Travail aujourd'hui, vers les missions locales. Est-ce qu'il y a voilà, est-ce qu'il y a une différence et comment on articule tout ça? Alors, il faudrait peut-être revenir. Alors, je sais qu'il y a une slide sur laquelle on ne s'est pas arrêté sur la présentation de la loi plein emploi. En fait, l'articulation aujourd'hui, c'est que tous les jeunes qui sont dans une logique de recherche d'emploi, le postulat est important, doit être inscrit avec la loi plein emploi, et doit être inscrit à France Travail, est inscrit, même s'il est suivi de toute façon par un conseiller mission locale. Et sur la slide d'après, juste, il me semble que c'est la suivante. C'est voilà. la suivante. C'est ça. Donc, dans les parcours, quand je parlais de parcours d'accompagnement professionnel, socio-professionnel et social, c'est de dire que avec le diagnostic partagé, dès lors qu'on a plutôt identifié chez le jeune cette dimension d'un besoin socio-professionnel ou social au sein du parcours, ils seront orientés vers les missions locales. Une fois qu'ils sont orientés vers les missions locales, ils sont inscrits chez France Travail, suivis et accompagnés par les missions locales, et les missions locales, après, ont leur propre dispositif et peuvent mobiliser donc le contrat d'engagement jeune, dans ce cadre-là, qui est le seul dispositif, par exemple, pour lequel il y a une allocation par ailleurs. Et donc, pour le jeune qui, lui, serait sur une orientation professionnelle, l'orientation se fera plus naturellement vers France Travail et on pourra mobiliser, soit il sera dans un accompagnement classique, soit il sera dans l'accompagnement individualisé jeune, soit il pourra également être mobilisé dans le CEJ. Je ne sais pas, ouais. Par rapport... Christiane. Merci. Okay. Merci. Christiane, vas-y. Christiane, tu peux parler. On t'entend pas. Oui, oui. J'ai une question relative aux jeunes décrocheurs qui refusent tout accompagnement. Donc, qu'est-ce qui se passe pour ces jeunes, notamment quand ils arrivent à la majorité? Alors ça fait effectivement, là, on est plus sur des missions qui pourraient être suivies par les missions locales, puisqu'on a par exemple le contrat d'engagement jeune spécifique pour les jeunes qui sont en rupture, là où on sera en quête de ces jeunes qui sont sortis, on va dire, des radars ou des institutions. Donc, il y a des accompagnements possibles. Et sur tout ce qui est lutte contre le décrochage scolaire, on va accompagner et on travaille avec là, on travaille avec les partenaires d'une manière plus globale, en fait. Ça va être avec du via compétences et ça va être sur des expérimentations. Je parlais par exemple tout à l'heure des universités, c'était aussi d'éviter le décrochage. Bon nombre de jeunes commencent un cursus universitaire et après sont un peu en errance. C'est de pouvoir justement identifier et remettre ces jeunes dans les cursus. Mais après, les jeunes décrocheurs, dès lors que, c'est plus compliqué pour France Travail, puisque nous, on va vraiment accompagner déjà un public et des jeunes qui sont inscrits chez France Travail. Donc là, on a il y a des dispositifs, des financements avec des maraudes, mais ça, c'est d'autres expérimentations et d'autres financements. Je ne sais pas si Corinne, tu veux rajouter quelque chose sur le sujet? Non. Non, c'est complètement exhaustif, hein. La seule chose que j'aurais voulu rajouter, c'est qu'on est vraiment dans une logique de parcours. Le but n'est pas que les 4 opérateurs du réseau pour l'emploi
fonctionnent en silo, mais que les uns accompagnent aussi vers les autres. C'est-à-dire que les collègues de la mission locale vont être plutôt sur aussi le travail autour des contraintes personnelles et freins périphériques des jeunes pour effectivement accompagner vers des solutions qui permettront ensuite de les porter vers France Travail pour être plus dans un retour à l'emploi. Ouais. Et juste, oui, c'est ce que je voulais rajouter tout à l'heure. Je suis désolée, je fais une digression, mais pour dire que, en revanche, quand nous, on a identifié un jeune qui est vers un parcours professionnel et on s'aperçoit au fil du temps, en fait, qu'il a de nombreux freins périphériques, bien évidemment, on a notre boîte à outils, on a nos prestations et on va continuer à accompagner le jeune. Après, si on doit l'orienter vers Cap Emploi, puisque là, c'est de l'ordre du handicap, voilà, ça sera réalisé, mais on prend, enfin, je veux dire, même s'il y a une orientation professionnelle, si on découvre par la suite qu'il y a des freins périphériques, ils seront pris en compte et dans l'accompagnement. Voilà, Merci. merci. Je vous propose peut-être, si j'identifie pas immédiatement d'autres questions, d'écouter ce qu'a à nous dire Patrick Conjar qui va se présenter par rapport à ses approches, à ses dispositifs, mais peut-être plus globalement aux questions qui lui semblent que ça pose. Et puis, du coup, on pourra en débattre un petit moment ensemble ensuite. Patrick, je vous passe la parole. Oui, Je vous laisse vous oui. présenter. Merci. Bonjour à tous. Merci Emmanuel. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Voilà, excusez-moi pour le retard. Et effectivement, dans le travail préparatoire, l'idée, c'était peut-être en complément des approches autour des dispositifs, outils et de ce qui vous a été présenté par France Travail, de vous donner peut-être une lecture un peu plus centrée en tout cas sur les enjeux, alors pas seulement de recrutement, hein, mais aussi j'ai envie de dire, de maintien durable en emploi, que ce soit pour les jeunes ou les catégories seniors, et avec du coup une position et une approche qui est davantage celle de la dimension maintien durable en emploi et en bonne santé, j'ai envie de dire, hein, puisque c'est quand même effectivement une dimension et un aspect qui est important, notamment pour l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Donc voilà, si vous ne me connaissez pas, moi je suis Patrick Conjar, je suis le directeur de la délégation régionale de l'ANACT et donc le directeur de l'ARACT-ORA. Donc forcément, la grille un peu de lecture, les réflexions que je vais amener ici en conclusion s'inscrivent aussi dans cet enjeu non seulement de maintien durable, mais aussi d'enjeux de santé et de prévention de l'usure professionnelle, en particulier pour les populations seniors. Et du côté des jeunes, c'est bien l'enjeu d'attractivité et d'engagement durable dans l'emploi. Donc, plus une approche collective et organisationnelle, moins une approche individuelle et tirée par les outils, même si ça se veut évidemment complémentaire à ce qui a été évoqué. Très bien. Alors, peut-être deux, trois éléments que je souhaitais partager au titre de constat, points d'attention et pistes de réflexion. Donc, il y a 4-5 slides là, qui vont peut-être faire office un peu de remise en perspective. Je ne sais pas si vous pouvez et si les slides défilent. Voilà. Alors, peut-être le premier point, et quand on a préparé effectivement cette intervention avec Emmanuel, c'est un point sur lequel j'ai un peu insisté, c'est finalement les limites d'une approche par l'âge. Parce que là, C'est vrai. c'est un parti pris qui est pris, et c'est également une tendance en termes de fléchage et d'orientation d'un certain nombre de dispositifs publics. Et il nous paraît en tout cas important, non pas de condamner ou de dire il n'y a pas d'intérêt à avoir ces approches par population, mais dire attention, il y a peut-être quelques limites et quelques écueils auxquels il faut être attentif, et notamment si vous êtes demain amené à discuter, négocier de ces sujets-là. Alors, le premier point, ça a sans doute, moi je n'étais pas là au début de l'intervention, peut-être déjà été abordé par
par les collègues de France Travail, c'est que autour de l'âge persistent quand même de nombreux stéréotypes et idées reçues. Et c'est intéressant aussi du point de vue des partenaires sociaux, du point de vue des entreprises, du point de vue des opérateurs que nous sommes, de contribuer en tout cas à dépasser ces idées reçues, à sortir un petit peu de ces stéréotypes. Alors, les stéréotypes très classiquement autour des questions d'âge, hein, vous les connaissez, c'est les problématiques et l'entrée très générationnelle avec des jeunes qui seraient désengagés, qui auraient un rapport au travail qui serait plus le même, enfin toutes ces problématiques-là qui ont du mal généralement, même s'il y a, j'y reviendrai, évidemment des tendances, si on est il y a un contexte, une conjoncture, une période qui explique en partie les choses. Les études sont aussi très contrastées et montrent que finalement, c'est pas, en tout cas, on a intérêt sans doute à dépasser une lecture un peu trop directe autour d'un phénomène qui serait un phénomène de désengagement ou de génération par rapport à ça. Deuxième stéréotype, il existe aussi du côté des populations seniors, alors ça on le connaît aussi assez bien, hein, c'est les problématiques de motivation, d'absentéisme, de capacité d'apprentissage, de résistance au changement. Là aussi, les études, les données montrent que voilà, ces stéréotypes sont généralement battus en brèche. Donc ça amène peut-être un premier point de lecture, c'est de dire au-delà de l'âge, il y a plein d'autres facteurs qui apparaissent au moins, si ce n'est plus déterminants, en ce qui concerne l'accès ou le maintien durable en emploi. Alors, pour les questions d'accessibilité, ça a été évoqué précédemment, on voit bien que la question du décrochage, la question du diplôme, du niveau scolaire, la question du milieu social, de la situation familiale, du territoire, sont des facteurs qui sont extrêmement prégnants sur la capacité ou pas à trouver un emploi. Les questions autour des métiers et des secteurs d'activité, parce qu'ils sont aussi facteurs d'usure, de pénibilité, parce qu'ils sont aussi confrontés à des problématiques spécifiques de recrutement ou d'attractivité, vont être aussi déterminants sur ces questions d'accès ou de maintien en emploi. Et qu'il y a beaucoup d'ailleurs de stéréotypes, d'idées reçues qui sont aussi à mettre en perspective avec la période, la conjoncture économique, les évolutions sociétales, sociales et technologiques. Voilà, ça me semblait aussi important de le rappeler. Et autre point, alors les collègues de France Travail le savent bien mieux que nous sans doute, mais il y a toujours des effets contrastés, des politiques et des approches très ciblées ou très tirées par les approches par l'âge. Alors, on ne va pas refaire l'histoire des politiques d'emploi et des dispositifs tirés par les questions d'âge, mais c'est toujours délicat. D'une part, parce qu'on est dans une approche où on a un vrai risque d'homogénéisation d'une catégorie d'âge. Alors, j'entendais effectivement tout à l'heure l'enjeu aussi de personnaliser l'accompagnement. Il répond bien aussi au fait que derrière un même âge, il y a des situations, des réalités extrêmement différentes et que les politiques très tirées par l'âge peuvent tendre à une approche un peu homogénéisation d'une catégorie d'âge. Ça peut renforcer les stéréotypes aussi, c'est que ça peut aussi avoir, malgré plein de bonnes intentions, avoir un effet secondaire qui est le renforcement des stéréotypes que j'évoquais tout à l'heure. Et puis les spécialistes le savent bien aussi, il peut y avoir des effets de seuil, des effets d'aubaine, ça peut orienter vers un certain nombre de qualités, ça peut avoir une incidence sur la qualité des emplois. Il y a la problématique et les évaluations des dispositifs publics le montrent bien, de durabilité aussi des effets, hein. Et puis, ce qui est souvent reproché aussi, c'est des approches un peu curatives et peut-être court-termistes. Voilà. Encore une fois, il ne s'agit pas de condamner ces approches-là, mais plutôt de rappeler à travers ces trois volets peut-être les limites ou les points de vigilance. Et ça nous invite à poser quelques éléments, quelques données, et surtout à insister aussi sur l'intérêt finalement d'un enjeu de gestion des parcours professionnels tout au long de la vie professionnelle et quels que soient les âges, hein, je dirais, de l'accès à la sortie en emploi avec des périodes charnières, avec des enjeux tantôt d'intégration, de développement des compétences,
de parcours professionnel, de prévention de l'usure professionnelle. Et c'est bien cet enjeu de parcours et de prise en compte de l'ensemble des catégories d'âge. Alors, quelques données peut-être, mais je n'irai pas trop loin sur cette slide-là parce que des choses ont été dites là du côté de France Travail en la matière. Alors, il y a quand même un élément nouveau pour les jeunes, ça a été évoqué, me semble-t-il, indirectement tout à l'heure, c'est que il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 80% des jeunes d'une génération qui ont le baccalauréat, qui poursuivent des études secondaires. On n'était qu'à 29% en 85. Donc, ces évolutions-là, évidemment, elles ont une incidence, un impact sur le recrutement, l'intégration dans l'emploi, et y compris, elles peuvent mettre encore plus au bord du chemin les jeunes qui en sont les plus éloignés. C'était le sujet précédemment évoqué. Deuxième constat en matière d'emploi, il y a quand même beaucoup d'études et si on les confronte aussi aux pratiques des entreprises, où aujourd'hui les jeunes passent par ce que certains ont appelé des parcours initiatiques, hein. On passe par un stage, on passe par de l'intérim, on a des contrats courts qui deviennent la norme pour les jeunes salariés. On constate aussi, l'APEC, les études de l'APEC l'ont montré, un allongement de la durée de recherche d'emploi pour les Bac+5. Donc ça, c'est aussi des données pour les jeunes populations qui s'expliquent par une conjoncture, par des pratiques, une certaine frilosité des entreprises, avec du coup des incidences aussi sur la façon dont les jeunes perçoivent les employeurs, la façon dont ils sont aussi attentifs à ces aspects-là. Alors c'est intéressant parce que contrairement aux idées reçues, par exemple, les jeunes, pour une très grande majorité, aspirent à des CDI, hein, assez rapidement, par exemple. Dernier point peut-être important aussi, qui peut expliquer aussi certaines désillusions, hein, dans le monde du travail du côté des jeunes, c'est que il y en a beaucoup qui considèrent que l'emploi qui leur est donné, le positionnement qu'ils ont n'est pas en adéquation avec leurs compétences. Donc ça, c'est le phénomène assez connu, mais qui tendrait a priori quand même à être aujourd'hui assez prégnant, hein. C'est j'ai un emploi, j'ai un poste qui est sous-qualifié par rapport à mes compétences et à ce que je peux ou ce que j'estime pouvoir revendiquer sur le marché du travail. Quand on regarde du côté des seniors, là aussi, pas mal de choses ont été dites. Bon, le taux d'emploi des seniors, restez peut-être quelques instants encore. Le taux d'emploi des seniors, il est quand même pas, même si on a fait énormément de progrès du côté. Si vous pouvez reculer à la slide précédente, s'il vous plaît. Voilà. Le taux d'emploi des seniors, il reste relativement faible, hein, pour les 55-64 ans, même s'il y a eu beaucoup de progrès de fait. On est quand même assez loin d'autres pays européens quand on se compare à d'autres. Donc là, ça reste quand même une problématique, un indicateur, et effectivement avec des enjeux non seulement de retour à l'emploi pour ceux qui se sont retrouvés exclus du marché du travail, mais aussi de maintien dans l'emploi. Et là, ça renvoie aux problématiques de santé, d'usure professionnelle, avec des gens qui effectivement n'atteignent pas l'âge légal de la retraite parce qu'ils sont usés physiquement ou psychologiquement avant, et ils sont, pour une bonne part d'entre eux, en dehors du champ du travail. Lorsqu'ils sont au chômage, ça a été évoqué, les seniors le restent plus longtemps, donc la problématique du Pardon, retour. Patrick, je Oui, pense que c'est le slide suivant qui correspond à ce que vous êtes en train de dire. Oui. Est-ce que vous le voyez? oui. Quelques Ça vous données liées convient? à l'âge en matière d'emploi. Voilà, c'est ça. Ça vous convient? Oui, oui, tout à fait, parce Merci. que j'avais pas complètement fini de balayer les éléments, notamment sur les seniors. Encore une fois, des éléments plutôt connus, mais qui peuvent être intéressants de rappeler. Bon, la problématique de l'accès à la formation continue, on la connaît bien aussi, et les difficultés de retour à l'emploi quand on en est sorti. Alors après, peut-être apporter un regard plutôt du point de vue des conditions de travail, parce que nous, on fait fortement le lien, notamment Oui, autour de cet enjeu de maintien. Et là, c'est la slide voilà. qui suit. Voilà, alors quelques données comparatives intéressantes quand on regarde les chiffres, les statistiques. Le taux de fréquence des accidents est plus important chez les jeunes, alors, notamment est mis en avant le manque d'expérience et de formation, hein, avec des enjeux effectivement d'intégration
d'accompagnement, de formation au poste de travail. Il y a des choses qui renvoient aussi et qui sont facteurs de pénibilité du côté des populations jeunes, c'est les postes de première qualification ou d'exécution, hein, le parcours initiatique que j'évoquais tout à l'heure, le fait, en particulier pour les moins qualifiés, mais pas que, on est dans des logiques où voilà, on passe sur des postes, on est un peu plus exposé, voilà, c'est y compris au regard des capacités ou des représentations qu'on pourrait avoir sur les jeunes populations. Et c'est des gens qui se trouvent, quand on cumule qualification et âge, qui se retrouvent les plus exposés au risque physique. Et puis, dernier point peut-être aussi intéressant, même si la donnée date un petit peu, elle date de 2019. Darès avait fait une étude qui montrait que 37% des salariés ne se sentaient pas capables de tenir dans leur travail jusqu'à la retraite. Et cette projection-là, elle n'est pas que pour les gens qui sont à quelques années du départ à la retraite, elles sont aussi pour les gens qui sont en milieu de carrière, voire en début de carrière. Donc ça, c'est aussi une préoccupation et un enjeu important qui valide justement cette idée de ne pas attendre que les gens soient seniors avant de s'occuper de la question et des enjeux de parcours et de maintien dans l'emploi. D'autres données sur les seniors qui battent en brèche quelques idées reçues aussi, des arrêts maladie moins nombreux chez les seniors que chez les jeunes, mais souvent de plus longue durée et avec des motifs différents parce qu'ils renvoient aussi à des pathologies ou à des problématiques qui peuvent survenir avec l'âge. On constate plus d'arrêts de longue durée après un accident de travail chez les seniors et une proportion importante de maladies professionnelles. C'est un senior sur deux aujourd'hui. Enfin, dans les maladies professionnelles, c'est 1 sur 2 est un senior globalement. Aujourd'hui, donc ça fait quand même des choses qui sont significatives. Et puis des mécanismes d'usure professionnelle, c'est les seniors en lien avec une exposition prolongée. C'est bien l'accumulation d'un risque, l'exposition au fil des ans qui va conduire à ces problématiques-là. Voilà, ça c'était aussi quelques données. Et peut-être pour terminer, deux slides sur quelques idées, quelques hypothèses, peut-être à vous soumettre pour avancer sur quelques pistes. Donc, quelques idées clés si on fait un focus un peu plus sur le jeune et travail. Donc, l'enjeu de déconstruire les idées reçues. J'évoquais tout à l'heure effectivement les travaux d'études qui battent en brèche quand même un certain nombre d'idées reçues et beaucoup de choses s'expliquent davantage par la conjoncture, le contexte et ce qu'on a plutôt tendance à dire, c'est que la jeunesse est plurielle et puis on est vraiment dans une époque, dans une évolution et que ça c'est important de l'entendre. Pour autant, il y a, et on ne peut pas le nier, et les recruteurs, les entreprises sont sensibles à cette dimension-là, des attentes plus marquées, plus exprimées chez les jeunes générations que chez les autres. Alors, peut-être qu'ils l'expriment davantage, peut-être qu'il y a un effet de diffusion. L'idée, c'est bien de dire ça ne concerne pas que, mais c'est une revendication ou c'est quelque chose qui est en tout cas plus marqué du côté des jeunes générations. Bon, j'ai sorti quatre items que vous connaissez bien, des attendus autour d'un travail de qualité qui fait sens, qui correspond un peu aux valeurs, aux engagements, la capacité à trouver dans un travail, dans une organisation, des opportunités de développement de compétences. Ça, toutes les études le montrent, c'est quelque chose qui est aussi déterminant. Évidemment, on le voit à travers la question du télétravail, mais pas que, la recherche d'un meilleur équilibre vie pro, vie perso et dit autrement, c'est aussi le quatrième point qui est la recherche de plus d'autonomie, de peser un peu plus, d'agir un peu plus sur son travail et des attentes de participation qui sont des attentes qu'on ne retrouve pas uniquement dans le milieu du travail, mais plus globalement des attentes de la société en général. Alors, quatrième peut-être idée clé autour de jeunes et travail, c'est quand même la problématique du management intergénérationnel, des enjeux de transmission des savoir-faire d'expérience. Et derrière tout ça, c'est aussi l'accompagnement des managers, comment effectivement les soutenir, les outiller, les accompagner pour faciliter cette intégration, la prise en compte de ces enjeux et travailler autour de l'évolution des pratiques de management et d'organisation.
pour le bénéfice des jeunes, mais pour le bénéfice de tous d'une manière générale. Et puis, c'est bien aussi, et ça, c'est notamment un levier que nous, on active particulièrement, c'est agir sur la qualité de vie et les conditions de travail, c'est-à-dire faire des conditions de travail un levier, une dimension pour faciliter non seulement l'attractivité, mais aussi éviter le turnover, fidéliser les salariés, quel que soit leur âge. Et là, on est bien sur qu'est-ce qui, dans le contenu du travail, dans l'organisation du travail, dans les parcours, dans les facteurs de reconnaissance, dans le management, le dialogue professionnel, participe un petit peu à cette démarche de prévention. Voilà, on est sur quelque chose qui, en tout cas aujourd'hui, montre que on ne peut pas être uniquement sur des approches individuelles, sur des questions, je dirais, court-termistes, et qu'il y a vraiment un enjeu d'anticipation, de prévention et d'action sur une logique un peu d'adaptation de son organisation et de travail sur son organisation. Alors, par effet miroir, hein, bon nombre d'éléments que j'ai dit ici se retrouvent dans les 5 idées clés retenues pour seniors et travail. Donc, sans surprise, hein, rappeler effectivement là aussi que la catégorie senior n'est pas homogène et un vrai enjeu d'avoir une approche au cas par cas. Des enjeux de déconstruire les idées reçues, voire même de combattre des discriminations, parce que là, le défenseur des droits le montre, hein, la question de l'âge reste un facteur de discrimination important. Travailler et renvoyer aussi le fait que vieillir n'entraîne pas systématiquement une altération des capacités à travailler, hein, puisqu'on a des mécanismes d'adaptation, on mobilise une expertise, une expérience, et cette expérience-là, elle a besoin d'être davantage reconnue, transmise, valorisée. L'enjeu de l'anticipation, voilà, quand on va demain ou quand on travaille, nous, autour de ce sujet des seniors, et vous avez évoqué effectivement le dispositif 50 ans et plus auquel on a contribué. On pourrait citer aussi les ressources et le guide qu'a produit l'ANACT il y a peu de temps autour du travail des seniors. Où en êtes-vous dans votre entreprise? Il y a, je pense, un vrai message qui est effectivement de passer de la gestion des seniors, de la gestion des fins de carrière, j'ai envie de dire, à la gestion des parcours professionnels et à la prévention de l'usure professionnelle. C'est en tout cas quelque chose qu'on défend fortement, et on a produit un certain nombre d'outils pour permettre aux entreprises de se diagnostiquer, de savoir où elles se situent et comment, sur les différents registres de la qualité de vie et des conditions de travail, elle a ou pas déjà activé des choses. Donc là, il y a vraiment un enjeu d'anticipation, de prévention et d'approche globale, parce que le travail peut favoriser, accentuer des situations de fragilité ou des processus de vieillissement. Et puis, dernier point, alors je ne sais pas, Sylvain, si vous l'avez introduit en début de webinaire. Alors nous, on se dit, il y a peut-être là une opportunité intéressante. C'est l'obligation de négociation qui arrive avec la transposition de l'ANI dans la loi, et l'obligation de négocier au niveau des branches et des entreprises de plus de 300 salariés. Alors, les négociations ne font pas tout, mais elles ont au moins le mérite, en tout cas, là, d'amener les partenaires sociaux à mettre sur la table voilà, à la fois des problématiques de recrutement, d'intégration, de parcours, de gestion de fin de carrière, de prévention. Alors, il y a des thèmes obligatoires, des thèmes facultatifs. Évidemment, comme dans toute négociation, il y aura peut-être des choses un peu tirées vers l'emploi, insuffisamment sur le travail, mais il y a en tout cas un cadre qui invite les partenaires sociaux à appréhender de manière un peu plus large et globale ces enjeux-là. Et voilà, nous, en tout cas, on se dit c'est quelque chose qui peut avoir un effet levier. Et l'ANACT va d'ailleurs, dans ce cadre, très prochainement produire un petit guide autour de la question des négociations, hein, sur ce sujet des seniors, pour outiller et équiper un petit peu les entreprises à avancer sur ce chemin-là. Voilà un petit peu le message un peu macro là, que je voulais passer en conclusion peut-être de ce webinaire, mais ça ouvre peut-être aussi des questions. C'était bien cette idée
d'une approche globale, anticipatrice et d'une gestion de tous les âges, sans pour autant nier l'intérêt des approches et des dispositifs par les populations. Voilà, merci de votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors, Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et effectivement, je pense que Sylvain, par rapport à la question renvoyée par Patrick Conjar, que tu as pu dire combien la CFDT avait initié des négociations et se réjouissait donc que l'ANI soit retranscrit là récemment dans la loi et permette donc d'ouvrir aussi de nouvelles négociations. J'en profite pour dire que je serais très intéressée de recevoir ou d'avoir accès à ces guides si tant est que ce soit possible. Et que je crois que vos slides, là, les 2 slides avec ces idées fortes, pour moi, sont aussi programmatiques quasiment de notre action syndicale potentielle. Mais je vais donner la réponse à Sylvain pour entendre les quelques questions aussi qui se posent, sachant que on a un peu dépassé le temps qui était convenu, mais c'est pas. Enfin, je le dis pas pour vous, Patrick, hein, on est collectivement, voilà. Je remercie nos participants qui sont encore présents et notamment ceux qui ont 1 ou 2 questions qu'on peut prendre peut-être. Sylvain, je te Allez. donne la Oui, parole. bien sûr. Eh ben, nous allons poursuivre. Est-ce que donc dans le temps qu'il nous reste et que nous avons d'ores et déjà dépassé, y a-t-il des demandes de questions ou de prise de parole? Autrement, moi, j'aurais deux approches rapides. Une première peut-être plus par les systèmes d'information. Vous m'excuserez du côté technique de cette question, mais qui s'adresse plus du coup à France Travail. Comment valoriser cette continuité de parcours entre les différents opérateurs du RPE que peuvent être France Travail et les missions locales, si on va sur la question des jeunes en particulier. Et du coup, comment faire pour que les systèmes d'information, qui sont encore aujourd'hui différents, mais peut-être demain fusionneront, vous pourrez nous en dire un mot, permettront de communiquer les informations et de ne pas perdre en route finalement cette notion de parcours qui me semble intéressante à traiter. Et puis deuxième réflexion, mais peut-être plus pour Monsieur Conjar, effectivement, la question, vous avez mis de manière très intéressante en lumière le côté transmission qui est souhaité du côté des travailleurs plus expérimentés. Et en même temps, je mets en regard la demande d'implication plus forte des salariés jeunes. Et moi, ça me renvoie à un dispositif qui n'est pas peut-être assez utilisé ou valorisé dans les entreprises, c'est la question du mentorat inversé. Et qui permettrait de faire une entreprise apprenante, justement, et de valoriser à la fois une transmission plutôt traditionnelle et en même temps de valoriser aussi l'implication des plus jeunes de par une forme, là encore une fois, même si c'est une généralité et que c'est tout à fait pas la vérité qu'on a vue tout à l'heure dans les stats, mais qui permettrait une plus forte agilité au numérique notamment, même si ça reste une vérité générale. Voilà pour mon petit point. Et puis Hicham, vas-y, tu peux poser ta question. Bonjour. D'abord, je remercie les organisateurs pour ce webinaire très intéressant et aussi les intervenants pour la qualité de ces interventions et les informations partagées avec les participants. Je voulais juste revenir sur une question, une dimension qui reste fondamentale dans les dispositifs d'action publique où il y a des acteurs socio-économiques qui sont inclus dans ces dispositifs. La question de l'information en lien avec la sécurisation des parcours tout au long de la vie est fondamentale. Mais ma question, elle est ouverte. Comment on peut agencer voilà, ces dispositifs informationnels en lien avec l'action publique pour atteindre l'usager final? Je vous donne un exemple concret qui reflète déjà une tension avec l'objectif, on peut dire, d'atteindre l'utilisateur final au travers des dispositifs comme le conseil en évolution professionnelle et le surcoût du travail qu'il génère sur les différents services. D'abord, on l'a remarqué, donc il y a des problèmes de visibilité des dispositifs d'accompagnement, comme le conseil en évolution professionnelle. Il n'y a pas tout le monde qui connaît son existence. Mais quand on veut monter
en information et élargir les personnes informées, bah, les acteurs comme France Travail ou d'autres disent non, non, on ne peut pas répondre à toutes les demandes, il faut faire attention. Voilà. Donc, cette tension qui est en lien avec un dispositif intéressant qui va aider les gens à sécuriser leur parcours professionnel parce que c'est un dispositif, à titre d'exemple, universel et qui peut accompagner la personne de l'âge de 18 ans jusqu'à sa retraite. Mais en même temps, en parallèle, il y a un problème de prise en charge et la capacité des équipes des différents opérateurs à accompagner ces gens. Et là, il y a la contrainte budgétaire qui se pose. Donc, il y a deux choses qui sont en tension. Quel est votre point de vue sur cette tension-là? Merci. Allez, merci beaucoup Hicham. Eh bien, je vous laisse peut-être un premier round de réponses, les uns et les autres. Peut-être France Travail dans un premier temps. Oui, je veux bien intervenir avec ce regard France Travail. Aujourd'hui, mise en œuvre de l'accompagnement intensif dans le cadre du premier semestre 2025. La particularité de l'accompagnement intensif, c'est un accompagnement qui dure 6 mois. Le but, effectivement, c'est de pouvoir en faire bénéficier le maximum de personnes et d'autres dans une logique aussi de personnalisation de l'accompagnement dans le respect du besoin du demandeur d'emploi, qu'il soit jeune, senior ou autre. Donc, on est vraiment effectivement dans le cadre de la prise en charge vraiment large de tout public dit prioritaire ou en retrait par rapport à son autonomie de recherche d'emploi ou de réflexion autour de l'élaboration du projet professionnel. Monsieur Conjar, peut-être? Peut-être deux éléments de réponse. Alors, par rapport Sylvain, à votre remarque, oui, je partage tout à fait hein, l'idée du tutorat inversé. Et finalement, le message passé, c'est quand même l'idée de développer des organisations apprenantes et ce qui peut y contribuer. Alors après, derrière ça, il y a quand même des enjeux sans doute d'intégration hein, et avec des dispositifs de type AFEST, hein, action de formation en situation de travail, qui peuvent être intéressantes à mobiliser pour, d'une part, sécuriser l'intégration, la montée en compétences des jeunes dans une organisation, et d'autre part, mobiliser le collectif de travail et les salariés expérimentés pour transférer leurs expériences. Après, il y a eu énormément de travaux sur le tutorat, etc., avec effectivement les avantages, mais aussi les limites, hein, y compris, on s'est souvent aperçu qu'on envisageait ou on imaginait que le profil type d'un tuteur en entreprise, c'était le senior à quelques mois de la retraite. La réalité montre que ce n'est pas tout à fait ces profils-là qui sont mobilisés. Voilà. Sur ce point-là, alors sur l'autre aspect, peut-être insister derrière votre question, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un vrai enjeu d'articulation, de mise en perspective des dispositifs offre de services mobilisés autour de cette intention qu'on partage tous, mais par lesquelles on rentre peut-être par des prismes différents d'intégration durable en emploi, en bonne santé jusqu'à la fin de sa carrière professionnelle. Et que là, il y a des vrais enjeux de complémentarité. Si certains rentrent par une approche collective, organisationnelle, celle du travail et du point de vue des entreprises, ce qui est plutôt notre cas, moi je pense que pour autant, ça nous incite et ça nous invite aussi à travailler avec ceux, type France Travail ou d'autres, qui rentreraient plutôt par des approches individuelles ou des dispositifs, et qu'il y a des vrais enjeux de complémentarité et de ne pas opposer les entrées individuelles et dispositifs par rapport aux entrées collectives. Un mot a été cité aussi, c'est le mot expérimentation, y compris à l'échelle d'un territoire. Je pense que c'est aussi par ce prisme-là qu'on peut
travailler ensemble, mettre en perspective la complémentarité, embarquer des entreprises, parce qu'il y a quand même un acteur important à embarquer, c'est l'entreprise, là, dans son regard sur ces questions-là, dans l'évolution de ses pratiques sur ces questions-là, et que voilà, c'est quand même un élément déterminant, hein, du cadre. Pour autant, c'est aussi en lien avec un écosystème, avec des dispositifs, avec un territoire. Donc moi, je suis assez intéressé par le côté expérimentation pour travailler sur ces sujets-là. Alors j'ai une illustration en tête, c'est notamment les dispositifs de type FIPU, hein, autour des accompagnements vers des transitions, effectivement, et des reconversions individuelles. On voit bien qu'un des points de blocage, c'est la connaissance de ce dispositif-là, c'est comment les individus s'en saisissent et comment ils s'en saisissent en étant, je dirais, dans une approche un peu concertée et travailler aussi avec les entreprises, celles dans lesquelles ils sont et celles vers lesquelles ils peuvent aller, et que ça n'est pas uniquement de la responsabilité d'un individu et de la responsabilité d'un opérateur en charge d'animer ce dispositif-là que de travailler sur ce volet-là, quoi. Voilà, ça n'est qu'une petite illustration autour de ces enjeux de complémentarité, d'articulation, mise en visibilité et d'enjeux d'embarquement des entreprises. Bien, écoutez, merci beaucoup pour ces mots de conclusion, quasiment, j'ai envie de dire. Merci à nos trois intervenants et intervenantes. Merci beaucoup Corinne Crozier, merci beaucoup Nathalie Manteau pour ces présentations très intéressantes de France Travail, des dispositifs, mais pas que finalement, et comment on ne peut pas mettre en opposition une approche individuelle et la limite qu'a pointé Patrick Congeard par ailleurs. Merci Monsieur Congeard pour vos éclairages un peu plus macro et autour des travaux que mènent l'ANACT et l'ARACT en région. Ça nous a permis de refaire le point sur tout ce que la CFDT porte depuis quelques années. C'est assez intéressant de constater que les choses évoluent. Elles évoluent vers les besoins des demandeurs d'emploi, les demandes des plus jeunes, des seniors. Pour autant, on a pointé à un moment donné aussi dans ce webinaire les limites que nous pouvons y voir aussi de notre côté. Nous continuerons d'accompagner en tout cas ces changements. Je pense que la CFDT plaide aujourd'hui pour l'ouverture d'une négociation, une nouvelle négociation sur les jeunes. Donc je pense que c'est intéressant dans l'actualité à mettre ça sur la table actuellement. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire. Pour aller plus loin, sachez que celui-ci sera disponible au revisionnage d'ici très peu de temps, le temps pour nous de le monter. Le diaporama vous sera aussi mis à disposition. Enfin, sachez que vous pouvez aussi retrouver beaucoup de fiches documentaires dans votre espace adhérent sur le site de la CFDT, et notamment des fiches thématiques ARC qui vous permettent de vous projeter sur la négociation senior avec des exemples d'accords seniors. Et c'est en train d'être mis à jour avec cette obligation, mais déjà des bons exemples de pratiques sont déjà en ligne. Nous restons vos interlocuteurs, Emmanuel et moi. Et enfin, on vous invite prochainement toutes et tous au dernier webinaire de ce cycle de 6 webinaires autour de la loi plein emploi, justement. Eh bien, quels enseignements après un an de sa mise en place par les opérateurs notamment, mais pas que. Et donc, on aura l'occasion de revenir vers vous pour creuser ce sujet en fin d'année. Voilà, une petite évaluation. Il faut que je copie le lien. Désolé, en même temps, je ne l'ai pas fait. En tout cas, je vous le mettrai dans la conversation pour que vous puissiez, y compris, participer à l'évaluation de ce webinaire. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, un bon appétit et à très bientôt pour un nouveau webinaire. Merci à toutes et tous. Merci à vous. Merci. Merci, À au revoir. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.